Mon mari, directeur de l'hôpital, a laissé sa maîtresse me virer. Je suis partie sans un mot. Des jours plus tard, il m'appelle, désespéré, « Seul toi peux opérer mon père. » Je lui ai répondu, « Ta maîtresse a dit que j'étais indigne de tenir un scalpel, qu'elle aille le sauver. » Je m'appelle Isabelle. En ce moment, je suis debout dans la plus grande salle de conférence de l'hôpital clinique Renaissance au cœur de Madrid, écoutant l'homme sur l'estrade. Mon mari, Philippe Penel, de sa voix froide et raffinée habituelle, annonce une décision qui détruirait ma réputation. Après la délibération du conseil d'administration de l'hôpital, il a été décidé de relever le docteur Isabelle Yuste de son poste de chef de chirurgie cardiovasculaire. Avec effet immédiat, Isabelle cessera d'occuper toute fonction à l'hôpital Renaissance. Sous l'estrade, tout le département de chirurgie cardiaque remplissait les rangées de sièges. Tous savaient ce que cela signifiait. Lors d'une conférence d'échange académique réunissant les meilleurs experts en cardiologie du pays, devant tous ses collègues, il annonçait le licenciement de sa propre femme. « Philippe, sais-tu vraiment comment jouer tes cartes ?» L'épouse du directeur. Il semble que les rumeurs soient vraies. Leur mariage est brisé depuis longtemps. J'ai entendu dire que le docteur Yuste avait commis une faute médicale lors de cette chirurgie le mois dernier. La famille a fait un scandale énorme. Si le directeur Penel ne l'avait pas étouffée, elle aurait pu faire face à une poursuite pénale. Il ne peut plus la couvrir, il doit donc la renvoyer pour apaiser l'opinion publique. Les murmures bourdonnaient autour de moi comme des mouches. J'ai levé les yeux vers la scène. Philippe était là, impeccable dans son costume sur mesure. Ses yeux, derrière des lunettes à monture dorée, étaient aussi indifférents que s'il condamnait une étrangère. Et à ses côtés, il y avait une femme en blouse blanche. Lucie Chevalier, la nouvelle médecin adjointe de chirurgie cardiaque à l'hôpital Renaissance. Elle n'avait que 25 ans. On disait qu'elle avait été formée dans une prestigieuse faculté de médecine à l'étranger. Bien sûr, elle avait une autre identité beaucoup plus connue de tous, l'amante de Philippe Penel. À ce moment-là, Lucie baissait légèrement la tête avec son visage de petite souris, affichant une expression juste ce qu'il fallait de culpabilité. Comme si le fait que je sois licenciée l'attristait vraiment, j'ai failli éclater de rire face à une telle performance. Ne pas gagner un Goya serait un gâchis de son talent. Docteur Yuste, avez-vous quelque chose à dire ? Philippe a ajusté ses lunettes en me regardant par-dessus son épaule. Le regard de toute la salle a convergé vers moi, certains avec sympathie, d'autres jubilants, certains attendant de voir la femme de la haute société éclater en sanglots ici même. Je me suis levé lentement. Les pieds de la chaise ont gratté contre le parquet avec un grincement aigu, coupant la salle de réunion silencieuse comme un couteau. J'ai regardé ma montre Cartier. 15 heures, exactement 3 minutes, ai-je dit en levant la tête pour regarder Philippe. Mon ton était aussi calme que si je commentais le beau temps qu'il faisait aujourd'hui à Madrid. Philippe a légèrement froncé les sourcils. Quoi ? 3 minutes. Donnez-moi 3 minutes pour prendre mes affaires et partir. Sur ce, je me suis retournée et j'ai quitté la salle de conférence. Derrière moi, un souffle coupé collectif s'est fait entendre. Je savais ce qu'il pensait. La digne et élégante belle-fille de la famille Penel, humiliée et publiquement licenciée par son mari. Et pourtant, elle n'a pas pleuré, n'a pas fait de scandale, elle est simplement partie comme ça. À la porte, je me suis arrêtée. Je ne me suis pas retournée. Philippe, sur la scène, a fait une pause. Puisque vous m'avez jeté dehors de l'hôpital Renaissance, j'espère que vous vous souviendrez de ce moment. Ma voix n'était pas forte, mais elle était assez claire pour que chaque personne dans la salle l'entende. Le cœur de votre père. Je l'ai arraché des griffes de la mort. Dans toute l'Europe, il n'y a que 2 médecins capables de réaliser de manière indépendante une procédure de Bentall combinée à un remplacement total de l'arc aortique. L'un est en Allemagne, il a déjà plus de 60 ans et ses mains tremblent tellement qu'il peut à peine tenir un scalpel. L'autre est juste devant vous. La salle de réunion était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Finalement, je me suis tournée, offrant à Philippe un sourire lourd de sens. Le docteur Lucie, qui est à vos côtés, qui a été formé à l'étranger, pourra peut-être aussi le faire.
Je vous souhaite 100 ans de bonheur et un cœur en sécurité. Sur ce, j'ai quitté la salle de conférence sans regarder en arrière. Le visage de Philippe a finalement changé. Comme une précieuse et délicate pièce de porcelaine de Ladreau, une fine fissure est soudainement apparue. J'ai ramassé mes affaires du bureau, en fait juste quelques livres de médecine et un thermos que j'utilisais depuis des années. Tous ces trophées, certificats et chaque honneur que j'avais accumulé en 10 ans à l'hôpital Renaissance, je les ai laissés derrière moi sans en emporter un seul. Des choses inutiles. Les porteurs ne seraient qu'un fardeau. J'ai mis exactement 3 minutes à faire mes bagages. En arrivant à l'entrée principale de l'hôpital, mon portable a vibré. C'était un message de Caroline, l'infirmière en chef de chirurgie cardiovasculaire. Docteur Just, allez-vous vraiment partir comme ça? Nous savons tous quel genre de personne est Lucie. Cette chirurgie le mois dernier n'était absolument pas de votre faute. C'était une erreur de dosage d'anesthésie. Vous avez assumé seul la culpabilité pour protéger la réputation de l'hôpital. Comment le directeur Penel a-t-il pu faire cela? Je pouvais imaginer le visage rond de Caroline rempli de colère et d'indignation. J'ai répondu avec seulement 3 mots. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Puis j'ai bloqué Philippe et tous les contacts associés à la famille Penel. J'ai commandé un Cabify et suis retourné à mon appartement. Cet appartement, je l'avais acheté avec mes propres économies dans un quartier très calme du centre de Madrid, près de Chambry, 120 mètres carrés. Ni trop grand, ni trop petit, parfait pour vivre seul. Le plus important est que les actes n'avaient que mon nom. Philippe n'avait aucune idée de l'existence de cet endroit, tout comme il ne savait pas que toutes ces années j'avais discrètement maintenu un plan de secours. J'ai mis des vêtements confortables, je me suis préparé une tasse de thé chaud et je me suis blotti sur le canapé. J'ai allumé la télévision. J'ai changé de chaîne, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant. Finalement, je me suis arrêté sur une chaîne de documentaires sur l'ado. À l'écran, une antilope marchait paisiblement tandis qu'un lion derrière elle se tapissait, prêt à bondir. La voix du narrateur était ferme et puissante. Les prédateurs croient souvent qu'ils sont les vainqueurs absolus, mais la nature prouvera que celui qui rit le dernier est le vrai gagnant. Je suis resté figé devant l'écran, me sentant soudainement parfaitement en phase avec cette scène. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était ma mère. Isabelle, j'ai entendu dire que ce salaud de Philippe t'avait licencié. Il est devenu fou. Ne sait-il pas à quel point tu t'es sacrifié pour lui? Si tu n'avais pas renoncé à ton opportunité d'étudier aux États-Unis et que tu étais resté en Espagne, son pathétique hôpital aurait-il pu être classé comme un centre de premier ordre? Aurait-il pu construire son centre cardiologique? Lui, maman, les jeux interrompus d'un ton plat. Philippe et moi, c'est fini. Il y eut un silence de l'autre côté pendant 3 secondes. Que as-tu dit? Exactement ce que cela signifie. Puisqu'il a choisi Lucie Chevalier, je le laisserai la garder. Ma mère a éclaté avec le téléphone collé à mon oreille. Sa voix crépitait de fureur. Cette salope effrontée. Je le savais. La dernière fois que tu as amené Philippe à la maison pour dîner, il était distrait tout le temps, collé à son portable. Il s'avère qu'il avait quelqu'un d'autre. Isabelle, attends-moi ici. Je vais aller chercher Madame Catherine tout de suite et exiger une explication. Maman, j'ai accentué mon ton en la coupant. Je m'occuperai de ça. Ne fais rien. Fais-moi confiance. Ma mère a fulminé au téléphone pendant un bon moment. Son inquiétude débordait dans un torrent de mots. Finalement, face à mon insistance persistante, elle a laissé échapper un profond soupir et a raccroché. Je savais que cela lui faisait mal de me voir ainsi, mais certaines choses ne pouvaient pas être résolues en faisant un scandale dans le quartier de Salamanca. Philippe, tu crois qu'en me jetant de l'hôpital Renaissance, tu peux faire en sorte qu'Isabelle Just ne puisse pas survivre dans ce secteur? Tu te trompes. Tu te trompes lourdement. J'ai ouvert la galerie de photos de mon portable et j'ai cherché une image. Elle a été prise le mois dernier au Forum international de chirurgie cardiaque à Genève. Sur la photo, un vieil étranger aux cheveux blonds et aux yeux bleus avait son bras autour de mes épaules, souriant brillamment à l'appareil photo.
C'était Georges Antoine, un titan dans le domaine mondial de la chirurgie cardiovasculaire, le directeur permanent de chirurgie cardiaque à la clinique Mayo International, et après la fin du forum, il m'a cherché en privé et m'a dit une chose. Isabelle, votre article sur le remplacement total de l'arc aortique mini-invasif modifié est la recherche la plus innovante que j'ai vue ces 10 dernières années. Si vous êtes prête, les portes de la clinique Mayo vous sont toujours ouvertes. Je n'avais pas accepté à ce moment-là parce qu'alors je m'accrochais encore naïvement à l'espoir que mon mariage avec Philippe puisse être sauvé. Maintenant que j'y pensais, quelle absurdité. J'ai pris ma tasse de thé. La vapeur chaude a brouillé ma vision. Dehors, la nuit madrilène s'épaississait. Les lumières de la ville s'allumaient une à une. Une vague de soulagement soudaine m'a envahi. 10 ans de mariage, 10 ans d'endurance, 10 ans de tout donner, et c'était finalement terminé. L'écran de mon portable sur la table basse s'est illuminé avec un message d'un numéro inconnu. Docteur Just, je suis Béatrice, directrice des ressources humaines de l'hôpital international Sacré-Cœur. J'ai entendu dire que vous avez quitté la Renaissance. Notre directeur aimerait organiser une réunion avec vous, un salaire annuel de 2 millions d'euros plus le poste de chirurgien en chef de cardiologie. Seriez-vous intéressé? J'ai laissé échapper un petit rire. Ce n'était que le début. Le vrai spectacle était encore à venir. Avant que je ne puisse répondre, la sonnette a soudainement retenti. J'ai froncé les sourcils. À cette heure, qui pouvait bien être là? Chapitre 2. La fête de célébration de la menthe. La sonnette a sonné 3 fois. J'ai posé ma tasse de thé et me suis dirigé vers la porte, regardant par le Judas. Ah! Dehors se tenait nulle autre que Lucie Chevalier, la même qui avait monté ce numéro plein de culpabilité dans la salle de conférence plus tôt dans la journée. Elle avait enlevé sa blouse blanche et portait maintenant un tailleur Chanel rose, avec un sac Hermès orange. L'expression de son visage était passée du remords ténu à un triomphe suffisant. J'ai ouvert la porte. Docteur Just? La voix de Lucie était aussi douce que 3 couches de miel, suffisamment écœurante pour me donner le diabète. Elle est entrée en se pavanant sans attendre d'invitation. Scrutant mon appartement, un éclair de surprise a traversé ses yeux. Oh, votre appartement n'est pas mal du tout, Isabelle. Philippe a dit que vous vivriez dans la misère après le divorce. On dirait qu'il vous a sous-estimé. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés et un demi-sourire jouant sur mes lèvres. Le docteur Chevalier apparaît sans tard dans la nuit chez quelqu'un qu'elle vient de faire renvoyer. Êtes-vous venu pour me donner un peu de réconfort? Lucie s'est couvert la bouche d'un rire et a posé le sac Hermès sur la table basse. Isabelle, c'est mon cadeau d'adieu pour vous. Après tout, vous avez occupé ce poste pendant tant d'années sans mérite, mais avec beaucoup de travail. Maintenant que le siège est vide, j'ai pensé que je devais venir vous remercier comme il se doit. Sur ce, elle a sorti une boîte du sac, un sac Hermès Birkin, pas une couleur classique, mais un rose criard, le genre de teinte que personne n'achèterait même en liquidation. Philippe m'a acheté ça. Je trouve que c'est trop voyant. Ça ne me va pas. Après y avoir réfléchi un peu, j'ai décidé de vous le donner. Après tout, vous n'aurez probablement pas beaucoup d'occasions de porter des sacs comme celui-ci à l'avenir. Lucie a dit cela avec le même regard innocent et écarquillé. J'ai applaudi silencieusement sa performance. Le cadeau était une excuse. Le vrai but était d'exhiber un sac qu'elle jugeait indigne d'elle et de me le refiler comme un rappel. Tu as perdu non seulement ton travail, mais aussi l'homme qui pouvait acheter un Hermès. Chère Lucie, savez-vous pour quelle occasion ce sac est le plus approprié? J'ai pris le Birkin rose, le soupesant dans ma main. Lucie a cligné des yeux. Pour quelle occasion? Pour quand on vous emmènera à la prison de Soto del Real. Je lui ai jeté le sac dans les bras. Elle l'a maladroitement attrapé et le sourire sur son visage a finalement commencé à se briser. Isabelle, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rien de spécial, juste un rappel. Être chef de chirurgie cardiaque à l'hôpital Renaissance n'est pas quelque chose que vous pouvez obtenir en couchant avec le directeur. Je me suis dirigée vers le canapé et me suis assise. Croisant les jambes, je me suis servi une tasse de thé.
Vous n'avez que 25 ans. Votre expérience clinique est au mieux de moins de 3 ans. Vous n'avez même pas pu obtenir un poste de résident-chef dans un hôpital public comme la Paz. Et après 2 ans à l'étranger, vous revenez et espérez être la chef. Le visage de Lucie a pâli. Connaissez-vous les procédures les plus élémentaires de chirurgie cardiaque? Quelles sont les indications pour un pontage? Quelle est la limite supérieure de temps de pontage cardio-pulmonaire intraopératoire? Combien de types de dissection aortique existent-ils? Quel est le taux de mortalité pour chacun? J'ai lancé les questions une par une. Ma voix n'était pas pressée, mais chaque mot frappait comme un clou planté dans le joli visage de Lucie. Ses lèvres ont tremblé. Elle n'a pu répondre à aucune. Écoutez, vous ne connaissez même pas ces concepts de base et pourtant vous osez venir me montrer votre Hermès. J'ai secoué la tête avec un sourire. Chère Lucie, laissez-moi vous donner un conseil. Philippe vous a mise à ce poste parce qu'il pensait qu'avec moi dehors, vous pourriez me remplacer, mais il a oublié une chose. Les scalpels n'ont pas Dieu. Le jour où vous entrerez au bloc opératoire et tuerez un patient sur la table, croyez-vous que ce salaud égoïste prendra la faute pour vous? Le visage de Lucie est devenu complètement blanc. Elle s'est mordu la lèvre, ses yeux rougissant comme si elle était sur le point de pleurer à tout moment. Isabelle Yuste, ne soyez pas si arrogante. Qui croyez-vous être sans la Renaissance? Croyez-vous vraiment qu'un hôpital vous acceptera? Philippe a déjà appelé tous les grands hôpitaux de Madrid. Vous êtes fini dans ce secteur. Elle a jeté le sac Hermès par terre avec un claquement violent, le cuir heurtant bruyamment les carreaux. Puis elle s'est retournée et s'est dirigée à grands pas vers la porte. Sur le seuil, elle s'est arrêtée, se retournant juste pour lancer une dernière pique par-dessus son épaule. Ah, au fait, Philippe et moi nous fiançons le mois prochain. Isabelle, si vous êtes libre, vous êtes la bienvenue pour venir trinquer. Bien sûr, j'y serai. J'ai levé ma tasse de thé vers elle avec un sourire radieux, un éclair de chaleur dans mes yeux qui n'atteignait pas mon âme. N'oubliez pas de m'envoyer l'invitation le moment venu. La porte s'est refermée avec un bruit sourd. Le son a résonné dans le couloir. Le tapage furieux de ses talons s'est estompé au loin. Chaque pas était un tambourinement de ressentiment. J'ai posé la tasse de thé, mon regard baissant vers le sac Hermès par terre. Le sourire sur mes lèvres s'est lentement refroidi, se figeant en quelque chose d'aiguisé et de glacial. Philippe avait averti tous les grands hôpitaux. Il croyait que cela suffirait à me mettre sur liste noire. Quelle naïveté! J'ai pris mon portable, faisant défiler jusqu'au message non lu que j'avais laissé sans réponse. Directrice Béatrice, bonjour. Je serai à l'hôpital international Sacré-Cœur à 10h du matin pour notre réunion. Après l'avoir envoyé, je me suis levée et j'ai marché vers la grande baille vitrée. La nuit était dense. Les innombrables lumières de Madrid s'étendaient sous mes pieds comme une mer d'étoiles, chacune comme un battement lointain. J'avais passé 10 ans à l'hôpital Renaissance, donnant mes meilleures années à cet endroit. Philippe, tu crois qu'en me chassant, tu peux me faire disparaître de ce monde? Demain, tu apprendras le goût du regret. Le lendemain matin, à 9h30, je suis arrivé ponctuellement à l'hôpital international Sacré-Cœur. C'était un hôpital privé de haut standing qui avait ouvert l'année dernière, soutenu par le groupe médical Vinalia, mondialement reconnu, avec des installations de pointe qui rivalisaient avec les meilleures d'Europe. Détail important, le Sacré-Cœur et la Renaissance étaient des concurrents directs. La directrice des ressources humaines, Béatrice, m'a elle-même accueilli à l'entrée. Une femme astucieuse d'un peu plus de 40 ans, les cheveux courts, un tailleur impeccable et un rire clair et facile. Docteur Yuste, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Notre directeur général a lu votre article sur le remplacement total de l'arc aortique mini-invasif modifié 3 fois et a dit que c'était un coup de génie. Je lui ai serré la main avec une poigne ferme. Directrice, vous êtes trop aimable. L'entretien s'est déroulé sans accroc. Le directeur du Sacré-Cœur, un homme d'une 60aine d'années nommé Jean-Manuel Robert, qui avait travaillé à la clinique Mayo aux États-Unis il y a des années, était direct et précis. Docteur Yuste, je ne mâcherai pas mes mots. 2 millions d'euros de salaire annuel. Experte en chef en chirurgie cardiaque.
Fonds de recherche indépendant. Vous voulez diriger une équipe ou faire de la recherche? Je vous couvre sur tout. Avec une condition. Le directeur Robert a levé un seul doigt. Dans un délai de 3 ans, faites du département de chirurgie cardiaque du Sacré-Cœur le meilleur d'Europe. Je l'ai regardé dans les yeux, ferme et inébranlable, et lui ai tendu la main. Affaire conclue. Après avoir signé le contrat, je suis sorti du bureau du directeur. Le couloir était baigné de lumière du soleil. Les baies vitrées révélaient un campus impeccable de niveau international. Des arbres bordaient les chemins. L'environnement, un monde à part de l'enceinte vieillissante et étroite de la Renaissance. Mon portable a vibré soudainement. J'ai regardé l'écran, un numéro que je n'avais pas enregistré, mais que je connaissais par cœur. Une douleur familière dans ma poitrine. Philippe. J'ai appuyé sur le bouton de réponse. Bonjour, Isabelle. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Sa voix sonnait grave et glaciale, avec ce ton autoritaire que j'avais appris à mépriser au fil des ans. Qu'est-ce que c'est que cet article en coécriture avec le professeur Antoine et une invitation de la clinique Maillot pour être chercheuse invitée? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça? J'ai éloigné un peu le téléphone de mon oreille, le laissant terminer sa diatribe avant de parler. Ma voix a sonné lente et délibérée. Directeur Penel, avec quelle autorité me posez-vous cette question? En tant que mon ex-mari ou en tant que directeur qui m'a licencié? Dans tous les cas, vous n'avez pas le droit de vous immiscer dans mes projets professionnels. Il y a eu un silence de 2 secondes de l'autre côté. Quand Philippe a parlé à nouveau, sa voix a baissé encore plus. Un grognement de fureur à peine contenu. Isabelle, le brevet de la technologie de cet article est à ton nom. J'ai vérifié. L'hôpital Renaissance n'en a aucune trace. J'ai laissé échapper un léger rire. Bien sûr qu'il est à moi, parce que cette recherche a été faite sur mon temps libre. Je n'ai pas utilisé un seul centime des fonds de la Renaissance, ni aucun de ses équipements. Qu'est-ce qui se passe, directeur? Vous voulez un morceau du gâteau? Philippe n'a rien dit, mais je pouvais entendre sa respiration haletante à travers le téléphone. Chaque expiration était une lutte. Isabelle, tu croyais que je ne pourrais pas survivre sans toi? Que me licencier me ferait supplier à tes pieds? Tu t'es trompé. Ces 10 années, j'ai choisi de rester à la Renaissance. Ce n'est pas la Renaissance qui m'a accueilli. C'est moi, Isabelle, qui t'ai jeté une bouée de sauvetage. Ne sois pas pressé. Dans quelques jours, le professeur Antoine viendra en Espagne pour une conférence académique. J'y assisterai en tant que chirurgien en chef de cardiologie de l'hôpital international Sacré-Cœur. J'ai entendu dire que la Renaissance s'était également inscrite. Quelle coïncidence. On se verra là-bas. Sur ce. J'ai raccroché sans réfléchir. J'ai ajouté son numéro à ma liste noire. Je me suis tourné pour regarder à travers la vitre. Le soleil était parfait. Le ciel de Madrid était haut et sans nuages. Une nouvelle ère pour Isabelle Yuste venait de commencer. Chapitre 3. L'appel nocturne d'un mari. 3 jours après avoir signé avec le Sacré-Cœur, j'ai reçu un colis. Il a été envoyé par coursier à l'intérieur de la ville. L'expéditeur figurait comme Philippe Penel. Je l'ai ouvert pour trouver une convention de divorce. Un épais paquet de feuillets à 4 couverts d'un jargon juridique dense. Je l'ai feuilleté rapidement. La maison de Madrid pour lui, la voiture pour lui et les économies communes seraient partagées selon un principe de distribution équitable, me donnant 30%, quant aux actions de l'hôpital Renaissance. Les titres de propriété du domaine familial des Penel à Puerta de Hierro et tous les divers investissements à son nom étaient répertoriés comme des biens propres d'avant le mariage, sans aucun lien avec moi. En bas, Philippe avait déjà signé 3 grandes lettres fluides, tout comme lui, arrogant et condescendant. J'ai jeté l'accord sur la table basse, incapable de réprimer un rire amer. 10 ans de mariage. Je l'avais épousé à 25 ans et j'en avais maintenant 35. En ces 10 ans, j'avais réalisé 2 chirurgies à cœur ouvert sur son père, arrachant le vieil homme des portes de la mort 2 fois. J'avais construit le département de chirurgie cardiaque de la Renaissance à partir de 0.
Former 2 générations entières de chirurgiens principaux. J'avais utilisé mes relations et ma réputation pour obtenir 3 titres de discipline clés au niveau national pour la Renaissance et maintenant ils voulaient me donner 30% de nos économies communes et en finir. Ding dong. Le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai décroché. De l'autre côté, la voix d'un homme d'âge moyen s'est fait entendre. Mademoiselle Juste, je suis Xavier, assistant du directeur Penel. MMM. Le directeur m'a demandé de vous dire de jeter un œil à l'accord de divorce dès que possible. S'il n'y a pas de problème, signez-le et la semaine prochaine, aux heures de bureau, allez au tribunal pour entamer la procédure. De plus, le directeur dit que si vous estimez que les conditions ne sont pas adéquates, vous pouvez le soulever, mais ne dépassez pas les bornes. Sinon, quoi? J'ai coupé les mots de Xavier. Mon ton était calme, comme si je demandais quoi manger à midi. Xavier a semblé surpris par mon attitude. Il a fait une pause de 2 secondes avant de continuer. Sinon, ils iront par la voie judiciaire contentieuse. Le directeur Penel dit qu'il a beaucoup de temps et de ressources et que vous ne pouvez pas vous permettre de faire traîner ça. Très bien, dites-lui que je l'ai reçu. Je répondrai bientôt. En raccrochant, j'ai pris l'accord de divorce et l'ai lu attentivement de bout en bout une fois de plus. Puis j'ai composé un numéro. Bonjour, avocate Gauthier. C'est moi, Isabelle. J'ai besoin que vous révisiez un accord de divorce. Oui, celui que Philippe a envoyé. D'accord. Je le scanne et vous l'envoie maintenant. Claire Gauthier, la meilleure avocate matrimonialiste de la capitale, spécialisée dans les divorces de grande fortune, connue sous le nom de broyeuse de fortune. On disait que dans les affaires qu'elle traitait, aucun homme ne sortait souriant du tribunal. Claire et moi étions des amis d'université. Nous partagions une chambre et des lits superposés à l'époque. Une demi-heure plus tard, Claire m'a rappelé. Isabelle, êtes-vous sérieuse avec cet accord? C'est quoi ces bêtises? Savez-vous combien d'actifs Philippe Penel possède actuellement? Seule l'évaluation de l'hôpital Renaissance dépasse le 1 milliard d'euros. Il a un projet de resort à Marbella, 2 immeubles de bureaux sur le Paseo de la Castellana, en plus du domaine de l'ancienne propriété familiale. Il a tout transformé en bien propre. La voix de Claire transmettait une colère à peine réprimée. Et ce qu'il vous donne, c'est 30% de vos économies communes. Je l'ai calculé pour vous. Un total de 1 870 000 euros. Isabelle, vous êtes une chirurgienne cardiovasculaire de premier ordre. 10 ans de mariage ne valent que moins de 2 millions. Il y a aussi une voiture, ai-je ajouté, n'est-ce pas? Une Audi A6 d'il y a 7 ans qui vaut maintenant moins de 30 000 euros. Vous la voulez? Non. Exactement. Isa, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas signer cet accord. Laissez-moi prendre cette affaire. Je vous garantis que je vous obtiendrai au moins la moitié des biens. Philippe a commis l'adultère en premier. Vivre avec une autre personne pendant le mariage. Selon notre code civil et compte tenu des dommages et intérêts, vous avez le droit de réclamer une énorme compensation. Claire, l'ai-je interrompu dans son long discours. Rédigez un nouvel accord de divorce pour moi. Ma condition est que l'ancienne propriété de la famille Penel à Puerta de Hierro devienne la mienne. Il y eut 3 secondes de silence de l'autre côté. Vous êtes folle? Ce manoir est leur maison ancestrale. Le terrain seul vaut 50 millions. Même si Philippe avait le cerveau frit, il n'accepterait jamais. Il le fera. J'ai marché vers la fenêtre, regardant la lourde nuit. Ma voix était calme, sans précipitation, parce que le cœur de son père ne tiendra plus très longtemps. Claire a retenu son souffle. Monsieur Patrice a de nouveau des problèmes? La dernière fois que je l'ai opéré, je lui ai trouvé une calcification sévère de sa valve aortique ainsi qu'une tendance à la dilatation de l'aorte ascendante. J'ai recommandé une chirurgie préventive à ce moment-là. Philippe a dit non, pensant que je lui faisais peur pour lui soutirer plus d'argent pour la clinique. J'ai laissé échapper un petit rire. Dans l'appartement silencieux, il a sonné particulièrement amer. Selon mes calculs, au plus dans un mois,
la dissection aortique de son père attaquera de manière aiguë. À ce stade, le seul médecin dans toute l'Europe qui peut réaliser simultanément une procédure de Bentall et un remplacement total de l'arc aortique de manière indépendante, c'est moi. Ce médecin allemand a pris sa retraite le mois dernier à cause du syndrome de Parkinson. Il n'accepte plus de chirurgie. Claire est restée silencieuse au téléphone. On n'entendait que sa respiration de plus en plus rapide. Isa, tu es sûre ? Je ne me suis jamais trompée dans mes évaluations préopératoires. Sur la table d'opération, si je dis que cela arrivera dans un mois, cela ne sera pas retardé jusqu'au 31. Ma voix était aussi calme que si je lisais un rapport chirurgical. Alors, Claire, aide-moi à rédiger l'accord. Mets-le clairement. Le manoir familial me revient. 35% des actions de l'hôpital Renaissance me reviennent. Plus 5 millions en compensation en espèces. S'il manque une seule chose, quand il viendra supplier à genoux, je ne monterai pas sur cette table d'opération. D'accord, tu l'auras dans 3 jours. Après avoir raccroché, je me suis préparé une autre tasse de thé à côté de la fenêtre. La nuit était aussi épaisse que de l'encre. Au loin, un faible tonnerre s'est fait entendre et l'air était lourd de l'odeur d'une tempête imminente. Mon téléphone s'est de nouveau allumé. Cette fois, c'était un message WhatsApp de Caroline. L'infirmière en chef du département de chirurgie de l'hôpital Renaissance. Docteur Just, il y a un énorme problème. Lucie Chevalier a réalisé sa première chirurgie indépendante aujourd'hui. Une simple réparation d'une communication interauriculaire. Elle a commis une erreur de jugement pendant la procédure et a coupé l'artère pulmonaire du patient. Maintenant, le patient souffre d'une hémorragie sévère et a été envoyé en soins intensifs. Le directeur Penel a étouffé la nouvelle. La famille ne le sait pas encore. Suivi de toute une rangée de points d'exclamation. J'ai tenu ma tasse de thé. J'ai lu le message et j'ai répondu, Caroline, surveille l'état de ce patient. Informe-moi immédiatement s'il y a un changement. Protège-toi aussi à la Renaissance. Ne dis rien que tu ne devrais pas. Ne te mêle pas de choses que tu ne devrais pas attendre mon retour. Après avoir envoyé le message, j'ai posé le portable face contre terre sur la table. Un éclair a fendu le ciel à l'extérieur de la fenêtre, illuminant la moitié de Madrid. Puis le tonnerre a grondé. La tempête était enfin arrivée. Chapitre 4. Le ciel de la famille Penel s'effondre. À partir du moment où j'ai signé le contrat avec le Sacré-Cœur jusqu'à ma date de début officiel, il y a eu une période de transition de 2 semaines. J'ai profité de ce temps pour retourner dans ma ville natale en Andalousie. Quand ma mère m'a vue, elle m'a d'abord embrassée et a pleuré. Puis elle s'est retournée et a attrapé un couteau de cuisine en disant qu'elle allait chercher Philippe pour le tuer. Maman, lâche le couteau. Je le lui ai arraché des mains. Nous vivons dans un état de droit. Si tu le poignardes, je devrais l'opérer pour lui sauver la vie. Ce n'est que du travail supplémentaire. Ma mère a éclaté de rire à mes mots, les larmes encore sur son visage, mais les coins de sa bouche se sont retroussés vers le haut. Fille, comment peux-tu avoir un si bon cœur ? La famille Penel t'a traité ainsi et tu n'es même pas en colère. À quoi bon s'énerver, maman ? Attends et tu verras. Les jours dans mon village ont été paisibles. Tous les jours, j'accompagnais ma mère au marché, je cuisinais et regardais la télévision. Occasionnellement, je recevais des appels de collègues de la profession. Tous avaient entendu parler de ce qui s'était passé à l'hôpital Renaissance et me sondaient pour obtenir des informations. À chacun d'eux, j'ai donné la même réponse. Vous le saurez dans quelques jours. Un demi-mois plus tard, je suis retourné dans la capitale et j'ai officiellement commencé mon poste à l'hôpital international Sacré-Cœur. Le premier jour, le directeur Robert m'a personnellement guidé lors d'une visite de tout l'étage de chirurgie cardio-thoracique, un bloc opératoire hybride entièrement neuf, un ensemble complet de robots chirurgicaux d'A Vinci importés et une équipe de recherche dédiée exclusivement à moi. Docteur Just, ce bloc opératoire est actuellement le plus avancé de toute l'Espagne. À partir de maintenant, cet endroit est sous vos ordres. Le directeur m'a tapoté l'épaule, son visage ridé par un sourire. J'espère que vous pourrez opérer d'autres miracles ici.
J'ai hoché la tête. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. Une voix urgente a parlé. Docteur Just, c'est terrible. Monsieur Patrice Penel a eu une attaque soudaine de dissection aortique de type A de Stanford. Il a été transporté d'urgence à la salle de l'hôpital Renaissance. Le directeur Penel a ordonné de le préparer, mais il a contacté tous les experts de la ville qui pourraient faire cette chirurgie et aucun d'eux n'ose l'accepter. C'était la voix de Caroline. Elle appelait clairement depuis une salle de bain ou un escalier. Sa voix était un murmure, mais la panique dans son ton était indéniable. Docteur Just, la tension artérielle de Monsieur Patrice baisse constamment. L'épanchement péricardique s'aggrave. Si elle n'entre pas au bloc opératoire bientôt, je crains que... Caroline, parle lentement. Quelle est la situation du côté de la famille Penel? Je me suis appuyée contre le poste de travail stérilisé près de la porte. Ma voix était si calme que cela m'a surprise moi-même. Le directeur Penel devient fou. Il a appelé tout le monde qu'il pouvait, le chef Laurent de Grégorio Maranon, le professeur Girard de la Paz, le docteur Roussel de la Rubé. Tous ont dit que le risque était trop élevé. Ils ne le toucheront pas, surtout parce que Monsieur Patrice a déjà subi 2 chirurgies cardiaques majeures auparavant. Les adhérences autour de son cœur sont sévères. La structure anatomique est complètement altérée. Ils ont dit que le mettre sur cette table serait comme l'envoyer directement à la mort. La voix de Caroline s'est étouffée dans des larmes. Docteur Just, vous êtes la seule à pouvoir faire ça maintenant. S'il vous plaît, revenez. Monsieur Patrice a toujours été bon avec vous. Caroline, je l'ai coupé. Tu n'as pas besoin de plaider pour la famille Penel. Monsieur Patrice a été bon avec moi parce que je pouvais lui sauver la vie. Quant à Philippe, dis-lui de laisser sa petite amante qui sait faire la chirurgie de Bantal et le remplacement total de l'arc simultanément le faire. N'est-ce pas Lucie qui a étudié à l'étranger? Qu'elle vienne, elle. Docteur Just. Lucie Chevalier ne peut même pas effectuer une réparation de communication interauriculaire correctement. Le dernier patient est toujours en soins intensifs et la famille a déjà semé le chaos à l'hôpital. Elle n'ose même pas se montrer. La voix de Caroline a soudainement baissé. Docteur Just, je dois raccrocher. Le directeur arrive. La ligne a été coupée. J'ai rangé mon portable et j'ai regardé l'horloge électronique au-dessus de la porte du bloc opératoire. 16h28. Le directeur Robert a remarqué mon changement d'attitude et s'est approché. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Une vieille connaissance a eu une crise cardiaque. Il est à l'hôpital en ce moment, attendant que quelqu'un lui sauve la vie. Et vous, directeur Robert, ne vous inquiétez pas, je connais mes limites, mais il est possible que je doive reporter l'agenda chirurgical de cet après-midi. J'ai des affaires personnelles à régler. Le directeur Robert m'a lancé un regard complice et a hoché la tête. Allez-y. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. J'ai enlevé mon uniforme médical et je suis sorti par l'entrée principale du Sacré-Cœur. Dehors, le soleil brillait fort. Le trafic de Madrid grouillait. Le monde continuait de tourner comme toujours. Personne ne savait que dans un autre coin de la ville, le ciel de la famille Penel s'était déjà effondré. Je suis monté dans ma voiture, mais je n'ai pas démarré le moteur immédiatement. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro que je connaissais trop bien, le téléphone fixe du manoir familial des Penel. J'ai appuyé sur le bouton de réponse. Isabelle, où es-tu? C'était la voix de Philippe de l'autre côté, mais pas le directeur Penel froid et distant que je connaissais. Maintenant, sa voix était comme si elle avait été râpée avec du papier de verre, tremblant d'une panique à peine contenue. Mon père a un problème. Les médecins disent qu'il lui reste au plus 3 heures à vivre. 3 heures. Tu m'entends? Je vous entends, directeur Penel. Mes condoléances. La voix de Philippe s'est étouffée. Puis il a pris une profonde inspiration comme s'il essayait de réprimer quelque chose. Isabelle, je me suis trompé avec ce qui s'est passé avant, mais ce n'est pas le moment de régler des comptes.
Mon père a toujours été bon avec toi depuis que tu étais jeune. Pendant les 10 ans où tu as été marié à la famille Penel, il ne t'a jamais maltraité. Maintenant, il est à son dernier souffle. Vraiment, vas-tu rester les bras croisés et le laisser mourir? Je me suis appuyé sur le siège du conducteur, mes doigts tapotant doucement le volant. Philippe, vous dites que votre père a été bon avec moi? Alors laissez-moi vous demander. Quand vous m'avez trompé avec Lucie à l'époque, qu'a dit votre père quand il l'a appris? Silence de l'autre côté. Il n'a rien dit, n'est-ce pas? J'ai répondu pour lui, parce qu'à ses yeux, qu'un homme et quelques femmes en dehors étaient parfaitement normal. Moi, en tant que sa belle-fille, je n'étais qu'une employée de haut niveau de la famille Penel. Vive! J'ai travaillé pour votre famille. Je devrais continuer à garder votre sacré sanctuaire ancestral. Ce n'est pas ça, Isabelle. Philippe. Si vous voulez que je sauve votre père, c'est simple. Apportez vos papiers de divorce. Venez à moi et agenouillez-vous. Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot était aussi tranchant qu'un scalpel. À l'époque, vous m'avez donné 3 minutes pour prendre mes affaires et partir. Je vous donnerai 3 heures. Sur ce, j'ai raccroché. Le moteur a démarré. La voiture s'est lentement insérée dans le trafic madrilène. Je me suis regardé dans le rétroviseur. Un léger sourire tirait les coins de mes lèvres, un sourire que je n'avais même pas remarqué en train de se former. Le cœur de Monsieur Patrice avait finalement cédé 5 jours plus tôt que ce que j'avais estimé. Il semble que sa routine d'entretien au fil des ans n'ait pas été si formidable. Chapitre 5. L'héritier à genoux de la famille Penel. J'ai garé ma voiture sur le parking de l'hôpital international Sacré-Cœur. Je ne suis pas rentré chez moi, je ne suis pas allé non plus à la Renaissance, j'ai simplement attendu ici parce que je savais que Philippe viendrait. Il n'avait pas d'autre choix. Le ciel s'est couvert de nuages sombres. La tempête qui s'était accumulée tout l'après-midi a finalement éclaté. Les gouttes de pluie ont frappé les fenêtres de la voiture. Un tambourinement incessant et le monde a été englouti par un rideau d'eau grise. J'ai ouvert la fenêtre juste une fente, laissant entrer l'air humide chargé de l'odeur de la terre mouillée. Mon téléphone a de nouveau sonné. C'était le fixe de l'ancienne propriété de la famille Penel. Le numéro sur l'identifiant de l'appelant clignotait obstinément. Je n'ai pas répondu. Il a sonné des dizaines de fois, puis a raccroché tout seul. Puis il a sonné de nouveau. Il a raccroché. Il a sonné encore et encore, comme une bête mourante, utilisant ses dernières forces pour frapper contre une cage. J'ai regardé l'heure. 17 heures. Presque une heure s'était écoulée depuis que Monsieur Patrice avait été transporté d'urgence. Dissection aortique de type A. Du début à la mort, la fenêtre moyenne était de 4 à 6 heures. Sans chirurgie en 6 heures, le taux de mortalité montait en flèche à 50% et pour chaque heure qui passait, le risque de mort augmentait de 1%. Le temps s'épuisait pour la famille Penel. À 17h35, quand mon téléphone a sonné pour la 4e fois, j'ai décroché. Isabelle. La voix de l'autre côté n'était pas celle de Philippe, c'était la voix d'une vieille femme acérée et hautaine. La mère de Philippe. Madame Catherine de Penel, où êtes-vous? Écoutez-moi bien. Quelles que soient vos rancunes envers Philippe, le vieux est sur le fil du rasoir. S'il vous reste la moindre once de conscience, ramenez votre cul ici et sauvez-le. Sinon, toute la famille Penel, chacun d'entre nous, ne vous laissera jamais en paix. Sa voix était perçante, portant un sentiment d'arrogance propre à sa classe sociale. J'ai écouté sans me presser de parler. Après qu'elle ait terminé sa diatribe, j'ai parlé lentement et délibérément. Madame Catherine, êtes-vous en train de me supplier de sauver quelqu'un ou de me menacer? Parce que si vous me suppliez, alors s'il vous plaît, montrez un peu de respect. Si vous me menacez. J'ai laissé échapper un léger rire. Point alors laissez-moi vous rappeler que Monsieur Patrice est aux urgences en ce moment. Sa tension artérielle continue de baisser. L'épanchement péricardique s'aggrave. Si je n'interviens pas, il ne survivra pas à cette nuit. Madame Catherine, allez-vous vraiment menacer la seule personne qui peut sauver la vie de votre mari? Silence de l'autre côté.
La matriarche semblait lutter pour contrôler ses émotions. Sa respiration était lourde comme un soufflet. Isabelle, qu'est-ce que vous voulez exactement? Ce que je veux? Philippe le sait parfaitement. Mettez-le au téléphone. On a entendu un murmure. Puis la voix de Philippe est arrivée par la ligne. Isabelle, je suis à la Renaissance, je t'attends. Quelles que soient les conditions que tu as, viens ici et nous parlerons face à face. Ce que tu voudras, je l'accepterai. Action, propriété, argent. Fixe le prix. Sa voix était encore plus rauque qu'avant, avec un ton de supplication qu'il n'avait pas remarqué lui-même. L'altier fils aîné des Penel avait finalement appris à baisser la tête. Dommage que ce ne soit pas encore assez bas. Philippe, as-tu mal compris? J'ai regardé la pluie torrentielle à l'extérieur de la fenêtre, mon ton plat. Ce n'est pas moi qui vais à toi. C'est toi qui viens à moi. Et quand tu viendras, n'oublie pas d'apporter ta sincérité. Cet accord de divorce, je veux que tu le déchires toi-même devant moi. Toi. Je suis sur le parking de l'hôpital Sacré-Cœur. Je te donne une demi-heure. Rate-la et l'offre disparaîtra. J'ai raccroché et j'ai jeté le portable sur le siège passager. La pluie s'est intensifiée. Le tonnerre a grondé au loin. Le monde à l'extérieur de la fenêtre était flou par l'averse, comme une aquarelle inachevée. 25 minutes plus tard, 2 phares aveuglants ont traversé la pluie à l'entrée du parking. Un Porsche Cayenne noir a fait irruption à travers la tempête, entrant sur le parking comme une bête enragée. Les roues ont éclaboussé les flaques d'eau, projetant des arcs d'eau dans les airs. La porte s'est ouverte d'un coup et Philippe a sauté. Il était trempé jusqu'aux os. Ses cheveux, d'habitude immaculés, étaient collés à son front en désordre. Ses lunettes dorées étaient couvertes de gouttes. Sa chemise blanche adhérait mouillée à son corps. Il a titubé vers ma voiture, ses chaussures en cuir claquant dans les flaques. De l'eau boueuse maculait son pantalon autrefois impeccable. Isabelle, Isabelle. Il a frappé à ma fenêtre, sa voix déchirée par la pluie et le tonnerre. J'ai baissé la vitre. La pluie et le vent froid sont entrés instantanément. Philippe s'est penché, les mains agrippées au bord du cadre de la fenêtre. L'eau de pluie dégoulinait de son menton. J'ai apporté l'accord. Il a sorti un document de la poche intérieure trempée de sa veste. Le papier était déjà humide par un coin, mais pas complètement gâché. Regarde, c'est l'accord de divorce. Je peux le déchirer ou je peux en signer un nouveau. Va juste sauver mon père et j'accepterai n'importe quoi. Action, propriété, argent. Fixe le prix. Ses yeux étaient injectés de sang. Que ce soit à cause de la pluie ou du désespoir, il paraissait absolument pathétique, comme un chien rejeté sur la rive par une violente tempête. J'ai regardé cet homme que j'avais admiré pendant 10 ans, le directeur qui avait annoncé mon licenciement lors d'une réunion avec un regard aussi indifférent que s'il jetait un morceau de déchet. Le fils aîné des Penel avait envoyé un assistant pour me dire de connaître ma place, le briseur de cœur qui s'était promené avec Lucie au gala annuel. Maintenant, debout sous la tempête, il me regardait avec une humilité absolue. « Philippe, tu te souviens de ce que tu m'as dit alors ?» Je me suis appuyé sur mon siège, parlant sans précipitation. « Tu as dit qu'il était naturel que je travaille comme une bête de somme pour la famille Penel. Tu as dit que mes réalisations étaient dues à la charité de ta famille. Tu as dit que sans la Renaissance, je n'étais rien. » À chaque mot que je prononçais, le visage de Philippe pâlissait d'un ton. Alors dis-moi maintenant. Sans la Renaissance, je ne suis vraiment rien? La pluie tombait plus fort. Philippe est resté devant la fenêtre. Ses lèvres tremblaient, ses dents grinçaient audiblement. Puis il a fait quelque chose que je n'aurais jamais cru voir. Ses genoux ont cédé et il est tombé directement dans la flaque d'eau, s'agenouillant dans la boue. Isabelle, je me suis trompé. Sa voix sonnait fragile et faible face à la tempête. S'il te plaît, sauve mon père. Je ferai ce que tu me demanderas. Ce que je t'ai fait avec Lucie, je suis désolé. Frappe-moi, insulte-moi, fais ce que tu veux, mais mon père, il ne peut plus tenir. J'ai regardé Philippe agenouillé dans l'eau trouble. Cet homme,
à ce moment même, avait enfin arraché son masque prétentieux. Mais curieusement, en le regardant ainsi, je n'ai ressenti aucune trace de satisfaction dans mon cœur, seulement une clarté glaciale indescriptible. J'ai finalement compris. Philippe ne m'aimait pas et n'aimait pas non plus Lucie. La seule personne qu'il aimait était lui-même et le pouvoir et le statut des Penel, ce qui l'a fait s'agenouiller sous la pluie torrentielle et me supplier aujourd'hui n'était pas mon poids en tant qu'Isabelle Yuste, c'était la vie de son père. Si un jour une autre personne était aux urgences, le patient d'un autre hôpital ayant besoin de ma chirurgie, Philippe resterait assis sur son trône dans la salle de conférence, annonçant le licenciement d'une autre femme qu'il aurait abandonnée. L'avocate Claire Gauthier ira te chercher demain pour signer le nouvel accord de divorce. J'ai parlé. Ma voix calme et claire. Quant au terme, négocie avec elle. Je dirai seulement ceci. S'il te manque un seul centime, s'il te manque un seul point. La prochaine fois, même si tu t'agenouilles mort devant moi, je ne te jetterai pas un second regard. Compris. Compris. Philippe s'est agenouillé sous la pluie, acquiesçant frénétiquement comme un chien qui reçoit enfin l'ordre de son maître. Maintenant, retourne à la Renaissance. Dis à ton père de tenir encore un peu. Le scalpel d'Isabelle Yuste ne prend jamais un homme mort. J'ai remonté la vitre, laissant la tempête furieuse à l'extérieur. Le moteur a démarré. Philippe était toujours agenouillé dans la flaque, regardant fixement ma voiture quitter lentement le parking. Je ne l'ai pas regardé. Les essuie-glaces balançaient rythmiquement, brouillant le monde extérieur dans un flou de gris. Dans le rétroviseur, Philippe s'est finalement levé en titubant, est monté dans sa Porsche et a roulé comme un fou vers l'hôpital Renaissance. J'ai saisi le volant et j'ai roulé dans la même direction, non pas parce que Philippe s'était agenouillé et m'avait attendri, mais parce que la personne allongée sur la table d'opération était Monsieur Patrice. Ce n'était pas un homme bon, mais ce qu'il me devait, la famille Penel elle-même devrait le payer. Mourir sur la table d'opération serait trop facile pour lui. Je voulais qu'il se réveille et voie de ses propres yeux comment son précieux fils pariait et perdait lentement la fortune familiale construite au fil des générations. C'était le véritable début de la vengeance. Chapitre 6. L'imposteur au bloc opératoire. À l'entrée des urgences de l'hôpital Renaissance, c'était le chaos. Madame Catherine, accompagnée d'une foule de parents des Penel, se tenait dans le couloir comme une fourmilière sur une poêle chaude. Plusieurs chefs de service en blouse blanche les entouraient, tête baissée et visage pâle. Lorsque ma voiture s'est arrêtée à l'entrée principale, Madame Catherine a été la première à s'élancer. Son manteau de designer était trempé par la pluie, ses cheveux argentés ébouriffés. Elle ne ressemblait en rien à la digne matriarche qu'elle était autrefois. « Isabelle, vous êtes enfin là. Dépêchez-vous. Entrez. Le vieux ne peut plus attendre. » Elle m'a attrapé par le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma chair à travers la blouse blanche. Calmement, je lui ai écarté la main. « Madame Catherine, écartez-vous. » J'ai marché directement vers le bloc opératoire. Le couloir était rempli de personnel médical de l'hôpital Renaissance, dont beaucoup étaient des vétérans de la chirurgie cardiaque qui m'avaient suivi lors d'innombrables opérations. Quand ils m'ont vu, leurs yeux se sont illuminés. Le docteur Yuste est de retour. Le docteur Yuste est là. Monsieur Patrice a de l'espoir. Écartez-vous. Faites place. La foule s'est automatiquement écartée, me laissant passer. Je suis arrivé à la porte du bloc opératoire et j'étais sur le point de me préparer quand ma vision périphérique a capté une silhouette. Lucie Chevalier portait une nouvelle blouse chirurgicale, un masque et un bonnet. Elle se tenait à l'entrée de la zone stérile, tenant une paire de gants stérilisés. « Lucie, qu'est-ce que tu fais ?» Ma voix n'était pas forte, mais tout le couloir s'est tu instantanément. Lucie a tourné la tête, les yeux écarquillés par-dessus son masque. Quand elle m'a vu, un éclair de panique a traversé son regard, rapidement remplacé par une confiance aveugle. « Je vais opérer Monsieur Patrice. » Sa voix sonnait calme, mais il y avait un tremblement à peine contrôlé dans son ton. « Docteur Yuste, c'est une affaire de l'hôpital Renaissance. Vous ne faites plus partie de la Renaissance. Cette chirurgie n'a pas besoin de vous. » Une exclamation d'étonnement a parcouru le couloir.
Docteur Chevalier, vous êtes folle. Un des médecins adjoints de chirurgie cardiaque n'a pas pu s'empêcher de le lâcher. Savez-vous quel type de chirurgie est-ce? Une procédure de Bentall combinée à un remplacement total de l'arc aortique. Vous ne pouvez même pas faire une simple réparation de communication interauriculaire. Comment osez-vous tenter cela? Taisez-vous. Lucie a foudroyé du regard l'adjoint. L'accident de la dernière fois était la faute de l'anesthésiste, pas la mienne. Monsieur Patrice ne peut pas attendre. Je ferai cette chirurgie. Je me suis appuyé contre le mur du couloir, les bras croisés, l'observant froidement. Philippe, qu'est-ce que tu en dis, toi? Philippe se tenait là, trempé, à la porte du bloc opératoire, le visage pâle et les lèvres tremblantes, il m'a regardé puis Lucie, les yeux pleins de doute. Philippe. La voix de Lucie s'est adoucie soudainement, teintée de larmes. Tu dois me faire confiance. J'ai étudié à l'étranger. J'ai appris cette procédure. Je sauverai certainement ton père. Tu ne te souviens pas de ce que tu m'as promis? Tu as dit que ce poste de chef était le mien et que cette chirurgie serait aussi la mienne. Philippe a ouvert la bouche, sa pomme d'Adam montant et descendant, mais aucun mot n'est sorti. En observant cela m'a semblé absurde. Même à ce moment, il hésitait encore. Directeur Penel, dis-je, ma voix aussi froide que les instruments en acier inoxydable du bloc opératoire. Dissection aortique de type A. Plus de 2 heures se sont écoulées depuis le début. Votre père pourrait entrer en arrêt cardiaque à tout moment. Chaque seconde d'hésitation, ses chances de survie diminuent. Le visage de Philippe est devenu complètement blanc. Il a levé la tête, sur le point de dire quelque chose. Quand des pas pressés ont retenti de derrière. C'est terrible. Monsieur Patrice est entré en arrêt cardiaque. Fibrillation ventriculaire. La tension artérielle baisse à 30. Une infirmière est sortie en trombe du bloc opératoire, le visage pâle de terreur. Le couloir a éclaté dans le chaos. Laissez-moi entrer. Je vais le faire. Lucie a poussé les gens, se précipitant vers le bloc opératoire. Philippe a finalement bougé, mais au lieu de retenir Lucie, il lui a attrapé le poignet. Lucie, Philippe, tu dois me croire. Lucie s'est libérée de sa main, les yeux rouges, les larmes sur le point de jaillir. Je peux le faire. Laisse-moi essayer juste cette fois. Philippe est resté figé. Il est vraiment resté figé. Dans cette seconde de son hésitation, Lucie avait déjà fait irruption dans le bloc opératoire, baissant les yeux vers la montre à mon poignet. La trotteuse marquait un battement à la fois. 1, 2, 3, 4, 5. Soudain, un cri terrifié a surgi du bloc opératoire. Docteur Chevalier, qu'est-ce que vous faites? C'est l'artère pulmonaire, pas l'aorte. Vous avez coupé la mauvaise. Mon Dieu. Hémorragie massive. Arrêtez l'hémorragie maintenant. La tension artérielle est descendue à 20. Le patient est en train de s'effondrer. Tous dans le couloir ont pâli. Les jambes de Philippe ont cédé. Si quelqu'un ne l'avait pas retenu par derrière, il se serait effondré directement sur le sol. Il a tourné la tête en me regardant avec des yeux presque désespérés. Isabelle, j'ai levé la main, le coupant. 3 secondes. Quoi? Je vous donne 3 secondes. Prenez votre décision. Laissez-la continuer ou laissez-moi prendre le relais. J'ai levé 3 doigts, les pliant un par un. 3. À l'intérieur du bloc opératoire, Lucie a laissé échapper un cri perçant, suivi du bruit d'un plateau chirurgical renversé dans une cascade chaotique. 2. Isabelle, je vous en supplie. Faites-la sortir. Entrez, vous. Entrez, vous. Philippe s'est jeté sur moi, m'attrapant les épaules des 2 mains. Ses doigts tremblaient, tout son corps secouait. J'accepterai n'importe quoi, n'importe quelle condition. S'il vous plaît. Je me suis dégagé de ses mains et j'ai marché à grands pas vers le bloc opératoire. La porte s'est ouverte automatiquement devant moi. L'air stérilisé est entré avec un sifflement, apportant l'épaisse odeur métallique du sang.
À l'intérieur du bloc opératoire, sous la lampe cielytique, Monsieur Patrice gisait sur la table d'opération. Sa cavité thoracique était déjà ouverte. Le sang jaillissait de l'incision. Les chiffres du moniteur de tension artérielle avaient chuté à des niveaux terrifiants. Lucie était assise, effondrée dans un coin près de la table. Le scalpel gisait sur le sol. Ses mains étaient couvertes de sang. Elle ressemblait à une coquille vide, comme si son âme avait été aspirée. Je me suis approchée, l'ai attrapée par le col de sa blouse chirurgicale et l'ai remise sur pied d'un coup. Lucie, tu te souviens il y a un demi-mois quand tu es venue chez moi et que tu m'as offert un sac Hermès Birkin? Tu as dit que ce sac n'était pas assez bien pour toi. Ma voix était basse, destinée uniquement à ses oreilles, mais chaque mot frappait comme une aiguille empoisonnée. Laisse-moi te dire, ce sac te va à merveille pour une saison en prison. Chaque enregistrement de cette chirurgie sera une preuve de négligence médicale grave et de faute professionnelle. Tu vas prendre 10 ans. Sur ce, je l'ai poussé avec force vers la porte. 2 infirmières l'ont attrapé et l'ont escorté dehors. La porte du bloc opératoire s'est refermée derrière moi. Sous la lampe, il n'y avait que la mort et moi. Je me suis dirigé vers la table d'opération et j'ai regardé le moniteur. La tension artérielle était descendue en dessous de 10. Docteur Just, nous préparons le défibrillateur. La voix de l'anesthésiste tremblait. Non, donnez-moi une pince mosquito. Pincez d'abord la rupture. Rétablissez la circulation. Nous devons terminer cela en 30 secondes. Ma main s'est tendue, ferme et sûre, attrapant la pince hémostatique que l'infirmière instrumentiste m'a passée. J'ai tout assimilé. Le sang sur la table, l'artère pulmonaire sectionnée, l'anatomie chaotique. Dans ma tête, une carte anatomique tridimensionnelle s'est construite automatiquement, précise jusqu'au trajet de chaque vaisseau et à l'emplacement de chaque adhérence. Écoutez-moi, tous. Mes ordres. Ce n'est pas une chirurgie, c'est une guerre. Et sur un champ de bataille, il n'y a qu'un seul commandant. Moi. La lumière de la lampe est tombée sur la pince dans ma main, reflétant une lueur froide et tranchante. J'ai pris une profonde inspiration. La chirurgie la plus difficile de la dernière décennie était sur le point de commencer. Chapitre 7. Compte à rebours de 3 secondes. Vie ou mort. L'air du bloc opératoire est devenu glacial. Le moniteur a émis une alarme stridente, rouge. Des chiffres clignotaient sauvagement. La tension artérielle était tombée à un seul chiffre et les battements du cœur étaient presque une ligne plate. Tout le personnel. Rapportez-vous. Ma voix a résonné à travers le masque, étouffée mais ferme. Chaque mot était aussi solide que la lampe elle-même au centre de la pièce. Anesthésiste en position, perfusionniste en position. Infirmière instrumentiste en position. Infirmière circulante en position. Bien, maintenant, j'attribue les tâches. Mes doigts tenaient fermement la pince tandis que mon regard balayait l'incision chaotique. Lucie était partie. Le sang continuait de s'écouler, mais plus lentement maintenant parce que le cœur s'était presque arrêté. Xavier, prépare 2 unités de concentré d'hématie. Infuse sous pression. Docteur Laurent. Pontage cardio-pulmonaire à plein débit. Abaisser la température à 28 degrés Celsius. Anne, prépare une suture prolène 5 à 0 pour fermeture continue. Je commencerai l'hémostase dans 30 secondes. Oui, docteur. Un chœur unifié a résonné dans la salle. Parmi ces voix, il y avait d'anciens subordonnés que je connaissais bien et de nouveaux visages que je ne reconnaissais pas, mais à ce moment-là, les yeux de tous étaient fixés sur mes mains, car ces mains déterminaient la vie de l'homme sur la table. Au moment où la pince est entrée, tout le monde s'est tu. L'alarme du moniteur, le bourdonnement de la machine de pontage, le léger bourdonnement électrique de la lampe. Tout cela s'est estompé au loin. Dans mon champ de vision, il n'y avait que la vue agrandie d'innombrables vaisseaux, tissus et adhérences cicatrisés. Monsieur Patrice avait déjà subi 2 chirurgies cardiaques majeures. L'anatomie à l'intérieur de sa cavité thoracique était complètement déformée. Les voies normales des vaisseaux suivent des schémas prévisibles, mais ces vaisseaux et tissus environnants étaient enchevêtrés.
Chaque fissure cachait des risques invisibles, mais pour moi, cette anatomie chaotique était aussi claire que les diagrammes standards d'un manuel, parce que c'est moi qui avais effectué les 2 chirurgies, chaque coupe que j'avais faite, chaque point que j'avais donné. Comment j'avais évité les nerfs critiques, comment j'avais reconstruit les voies de circulation sanguine, j'avais tout fait de mes propres mains. Ainsi, dans toute l'Europe, j'étais la seule à pouvoir trouver ce vaisseau rompu dans ce désordre enchevêtré. La pince s'est refermée fermement sur la déchirure. Le saignement s'est arrêté. Précieux. L'anesthésiste n'a pas pu s'empêcher de murmurer. Ne célébrez pas encore. Le vrai défi vient après avoir restauré la circulation. Je n'ai pas levé la tête, mais mes mains n'ont jamais cessé de bouger. Pontage cardio-pulmonaire à plein débit. Début du refroidissement. Préparez-vous à inciser l'aorte ascendante. J'ai besoin de voir l'étendue de la dissection. La chirurgie avançait à un rythme silencieux. Lorsque la température est descendue à 28 degrés Celsius, j'ai ouvert l'aorte ascendante de Monsieur Patrice. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur était pire que ce que j'imaginais. La déchirure de la dissection s'étendait de la racine aortique à l'arc aortique, impliquant même le début de l'aorte descendante. C'était le scénario le plus dangereux. Si je ne pouvais pas compléter la procédure de Bantal et le remplacement total de l'arc en 40 minutes, même si j'arrêtais le saignement, le patient ne survivrait pas au post-opératoire. Baisse à 20 degrés. Préparez-vous à l'arrêt circulatoire. Dr Just, l'arrêt circulatoire ne peut pas dépasser 30 minutes où il y aura un risque de lésion cérébrale. Je sais, j'ai coupé les mots de l'anesthésiste en levant les yeux, mon regard balayant calmement chaque visage du bloc opératoire. Donnez-moi 25 minutes. En 25 minutes, je terminerai le remplacement total de l'arc et l'anastomose distale. Pendant ce temps, vous n'avez qu'une chose à faire. Faites-moi confiance. Le bloc opératoire est resté silencieux pendant 2 secondes. Puis, le perfusionniste Lucas a été le premier à parler. Dr Just, je vous suis depuis 8 ans. Si vous dites 25 minutes, vous le terminerez en 25 minutes. Je vous fais confiance. Moi aussi, je vous fais confiance. Moi aussi. Sous la lampe chirurgicale, mon équipe s'est ressaisie autour de moi. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai baissé la tête, arrêt circulatoire. Lancez le chronomètre. Les 25 minutes suivantes étaient la phase la plus critique de la chirurgie. Avec la température corporelle du patient réduite à 20 degrés en hypothermie profonde, la circulation sanguine systémique s'arrêtait complètement. Le cerveau, les reins, le foie, chaque organe était dans un état de manque d'approvisionnement sanguin. Chaque seconde qui passait, les dommages par ischémie s'accumulaient. Si elle dépassait 30 minutes, même si la chirurgie réussissait, le patient pourrait ne jamais se réveiller et je devais compléter le remplacement total de l'arc aortique, la reconstruction de l'artère brachiocéphalique et l'anastomose de l'aorte descendante distale. Tout en moins de 25 minutes. Chacune de ces 3 étapes seule est une chirurgie cardiaque du plus haut niveau. Les 3 combinées et réalisées simultanément. Il ne restait qu'une personne dans toute l'Europe qui pouvait le faire. Isabelle Just. Le bloc opératoire n'était rempli que du tic-tac du moniteur et du clic de mes instruments. Suturer, nouer, couper le fil. Chaque mouvement était précis au millième de seconde. Chaque nœud aussi ferme que s'il était fait à la machine. 15 minutes. Remplacement de l'arc aortique terminé. 20 minutes. Reconstruction brachiocéphalique terminée. À 24 minutes et 37 secondes, j'ai fait le dernier point. J'ai coupé le fil. Rétablissez la circulation. La machine de pontage cardio-pulmonaire a redémarré. Le sang chaud a afflué vers Monsieur Patrice. La ligne presque plate sur le moniteur a finalement recommencé à pulser. La tension artérielle a augmenté à partir de chiffres individuels, s'élevant peu à peu. Le battement du cœur est devenu plus fort. La tension artérielle monte. 80. 90. 100. Battement normal. Rythme sinusal. Production d'urine. La fonction rénale est normale. Une vague de viva à peine réprimée a éclaté dans le bloc opératoire.
J'ai redressé mon dos, j'ai posé les instruments sur le plateau et j'ai laissé échapper une longue expiration. La blouse chirurgicale dans mon dos était déjà trempée. La sueur couvrait mon front. L'infirmière circulante s'est rapidement avancée pour l'essuyer. La fermeture du thorax est pour vous, docteur Laurent. Suivez la procédure standard. Appelez-moi à tout moment s'il y a un problème. Oui, docteur Just. J'ai enlevé mes gants, je les ai jetés dans la poubelle des déchets médicaux et je me suis retourné pour sortir du bloc opératoire. Derrière moi, la lumière de la lampe éclairait intensément la table chirurgicale. Les chiffres du moniteur battaient de manière constante et puissante. La porte du bloc opératoire s'est ouverte et la foule rassemblée dans le couloir s'est tournée pour me regarder à l'unisson. Philippe était appuyé contre le mur, toujours trempé, le visage aussi pâle que du papier. Quand il m'a vu sortir, il s'est redressé d'un bond. Mon père, Chirurgie réussie, sa vie est sauve. Je n'ai dit que ces 8 mots. Tout le corps de Philippe a semblé perdre ses os. Il a glissé le long du mur jusqu'à s'accroupir par terre, les 2 mains couvrant son visage, ses épaules tremblant violemment, un faible murmure de viva et d'applaudissements s'est élevé dans le couloir. Madame Catherine s'est appuyée contre le mur, les larmes coulant sur son visage, murmurant quelque chose à propos de la bénédiction de la Vierge, mais elle ne m'a pas regardé une seule fois. Soudain, cela m'a semblé ridicule. Sa vie était sauve et ils reprenaient déjà leurs airs de supériorité. Philippe. Je me suis dirigé vers lui, regardant de haut cet homme accroupi par terre. Il a levé la tête, les yeux rouges et les lèvres tremblantes comme s'il voulait me remercier. Mais bien qu'il ait ouvert la bouche plusieurs fois, les mots ne sont pas sortis. Ne me remerciez pas. Demain à 9 heures du matin, l'avocate Gauthier ira à votre bureau et vous fera signer le nouvel accord de divorce. Elle vous expliquera toutes les conditions. Je me suis baissé, me suis approché de son oreille. Ma voix baissant à un murmure. Une chose de plus. Lucie Chevalier est soupçonnée de négligence médicale illégale et d'avoir causé un grave accident médical. J'ai déjà fait copier toutes les images de surveillance du bloc opératoire. Si vous voulez la protéger, il vaudra mieux que vous cherchiez le meilleur avocat pénaliste de Madrid en ce moment. Mais laissez-moi vous rappeler, cette chirurgie a été faite dans le bloc opératoire de la Renaissance et le patient blessé est votre propre père. Croyez-vous que votre mère sera d'accord pour la protéger ? Le visage de Philippe s'est complètement figé. Je me suis levé, j'ai ajusté le col de ma blouse blanche et j'ai marché vers la sortie du couloir des urgences. Dehors. La pluie avait cessé. L'air était rempli de l'odeur fraîche de la terre mouillée après la tempête de Madrid et un éclair de lumière longtemps attendu est apparu à l'horizon. Soudain, j'ai ressenti une légèreté sans précédent. Le carcan appelé la belle-fille de la famille Penel, qui m'avait oppressé, s'était finalement brisé complètement. Chapitre 8. Dieu sous le scalpel. Monsieur Patrice est resté en soins intensifs pendant 48 heures et finalement tous ses indicateurs se sont stabilisés. Le jour où la nouvelle est tombée, le département des relations publiques de l'hôpital Renaissance a dépensé une fortune pour produire un communiqué de presse, affirmant que l'évasion réussie du patriarche des portes de la mort était entièrement due aux efforts organisés de l'hôpital et au sauvetage opportun. Le communiqué de presse ne mentionnait pas mon nom une seule fois, comme si moi, l'ex-femme, n'avait jamais existé. J'étais dans mon bureau à l'hôpital international Sacré-Cœur quand j'ai vu le communiqué. L'infirmière en chef me l'a envoyé par WhatsApp, suivi de 3 émojis en colère. J'ai répondu avec un visage souriant puis j'ai fermé l'application. La propagande de la famille Penel n'avait plus rien à voir avec moi. Qu'il continue à faire des sauts. De toute façon, il ne sauterait pas longtemps. 2 coups ont retenti à la porte et le directeur Robert est entré avec une expression très subtile sur le visage. Docteur Just, il y a quelqu'un dehors qui veut vous voir ? Il dit qu'il est l'avocat de votre ex-mari. Il s'appelle Valois. J'ai levé un sourcil. L'avocat Valois. Son nom complet était Alphonse Valois, l'avocat attitré de la famille Penel depuis 20 ans. Un vieux renard notoire dans les cercles juridiques de Madrid. Quand Monsieur Patrice a construit son empire commercial à partir de zéro à l'époque, il n'aurait pas pu le faire sans quelqu'un comme ça à ses côtés.
Que veut-il? Laissez-le entrer. Quand Valois est entré, je l'ai presque pas reconnu. Chaque fois que je l'avais vu auparavant, le vieil homme débordait toujours d'énergie, regardant tout le monde de haut. Costume et cravate impeccable, chaussures cirées si brillantes que vous pouviez y voir votre reflet. Mais aujourd'hui, alors qu'il entrait, ses pas étaient un peu instables. Ses cheveux, d'habitude peignés en arrière, étaient ébouriffés par endroits. L'homme tout entier semblait épuisé, comme si quelqu'un lui avait aspiré la force vitale. Docteur Just, il se tenait devant mon bureau. Sa voix douce, le président Penel s'est réveillé. Le président Penel veut vous voir. C'est-à-dire Monsieur Patrice, l'empire commercial de la famille Penel a été construit à partir de zéro par ce vieil homme. L'hôpital Renaissance, le resort à Marbella, les 2 immeubles de bureaux à Madrid et tous ces investissements que je ne pourrais même pas nommer. Tout était concentré uniquement entre ses mains. Philippe pouvait être le directeur de l'hôpital, mais au final, il n'était qu'un employé travaillant pour le vieil homme. Monsieur Patrice était le véritable détenteur du pouvoir et maintenant ce détenteur du pouvoir était réveillé. Docteur Just, le président dit qu'il vous attend dans sa chambre d'hôpital. Valois a répété ces mots, son ton empreint d'une humilité que je n'avais jamais entendue de sa part. Je me suis penché sur ma chaise, les regardé pendant 3 secondes, puis je me suis levé. Allons-y. L'étage VIP de l'hôpital Renaissance se trouvait au dernier étage du bâtiment des admissions. Tout l'étage n'avait que 4 suites, chacune avec sa propre équipe médicale dédiée et son personnel de sécurité. Les gens qui y séjournaient étaient riches ou puissants. Monsieur Patrice était dans la suite la plus à l'est. Quand j'ai poussé la porte, la chambre était déjà pleine de monde. Madame Catherine était assise sur le canapé. Pâle comme de la cendre. Philippe était debout près de la fenêtre et quand il m'a vu entrer, son corps s'est visiblement raidi. Il y avait d'autres parents des Penel, mais je ne voulais reconnaître aucun d'eux. Sur le lit d'hôpital, Monsieur Patrice était à moitié allongé contre son oreiller, toujours connecté à plusieurs moniteurs. Son visage était pâle, mais ses yeux avaient déjà retrouvé leur acuité habituelle. Monsieur Patrice, j'ai amené le docteur Just, dit Valois respectueusement depuis la porte. Puis il s'écarta. Sortez tous, parla Monsieur Patrice. Sa voix faible, mais son autorité inébranlable. Papa. Philippe tenta de dire quelque chose. J'ai dit tout le monde dehors. Madame Catherine ouvrit la bouche, mais finalement, sous le regard du vieil homme, elle se leva et guida la foule vers l'extérieur en file indienne. La porte de la suite se referma doucement. Il n'y avait que Monsieur Patrice et moi. Le moniteur émettait un bip constant. Le sérum s'écoulait goutte à goutte. Isabelle, approche-toi et assieds-toi. Monsieur Patrice désigna la chaise à côté du lit. Je me suis dirigée vers lui et me suis assise sans dire un mot. À la table de jeu, la première personne à parler est généralement la perdante. Monsieur Patrice est resté silencieux pendant longtemps, ses yeux voilés fixés sur le plafond, comme s'il se souvenait de quelque chose. Cette vie, tu l'as sauvée 3 fois, parla-t-il finalement d'une voix basse. La première fois, c'était il y a 7 ans avec l'infarctus, la deuxième fois, c'était il y a 4 ans avec la valve aortique et cette fois, c'est la 3e. Chaque fois, les experts disaient qu'il n'y avait pas d'espoir. Toi seul as osé le prendre en charge et toi seul as pu y parvenir. Monsieur Patrice, vous êtes très aimable. Mon ton était plat. En tant que médecin, je ne faisais que mon devoir. Monsieur Patrice secoua la tête. Ton devoir, Isabelle. Tu n'as pas besoin de dire ces mots polis. Dans cette vie, j'ai vu plus de monde que tes salles d'opération. Si quelqu'un est sincère ou faux, je peux le dire d'un coup d'œil. Il tourna lentement la tête, ses yeux me fixant. Je sais tout ce que Philippe t'a fait. Cette Lucie Chevalier, profitant de mon absence pour semer le chaos dans la famille avant même que je ne sois mort. Elle ose s'asseoir à la place de ma belle-fille. Je réglerai mes comptes avec elle. En entendant cela, j'ai ricané intérieurement. Les mots du vieil homme sonnaient comme s'il voulait prendre ma défense. Mais je le savais trop bien. Il ne se défoulait pas en mon nom. Il nettoyait le désordre de la famille Penel parce qu'il avait encore besoin de moi.
Monsieur Patrice, vous n'avez pas besoin de tourner autour du pot. Je me suis appuyé sur ma chaise, mon ton ni servile ni arrogant. Pourquoi m'avez-vous appelé exactement aujourd'hui? Dites-le directement. Monsieur Patrice resta silencieux un instant, puis leva la main et désigna la table de chevet. Ouvre le tiroir. J'ai ouvert le tiroir. À l'intérieur, il y avait un document épais comme une liasse de papier, avec les mots accord de transfert d'action de l'hôpital Renaissance imprimés en gras sur la couverture. Ouvre-le et jette-y un œil. J'ai feuilleté le document page par page. 35% des actions de l'hôpital Renaissance transférées inconditionnellement à mon nom personnel. 15% des actions du resort de Marbella, pareil, les titres de propriété de l'ancienne propriété familiale des Penel à Puerta de Hierro, pareil. Et il y avait une clause supplémentaire séparée. À compter de la date de la signature, aucun membre de la famille Penel ne pourra interférer pour quelque raison que ce soit avec la disposition par Isabelle Juste des actifs mentionnés. En cas de violation, le montant de la compensation sera 3 fois la valeur totale des actifs transférés. Sur la ligne de signature, Monsieur Patrice avait déjà signé et le sceau officiel du groupe Penel était apposé. Isabelle, c'est ma compensation pour toi. 35% des actions de la Renaissance plus le resort plus le manoir de Madrid, la valeur totale avoisine les 800 millions d'euros. J'espère que tu pourras. J'espère que je pourrai retourner à la Renaissance et continuer comme chef du département de chirurgie cardio-thoracique, n'est-ce pas? J'ai coupé les mots du vieil homme. Monsieur Patrice ne l'a pas nié. Le département de chirurgie cardio-thoracique de la Renaissance a été fondé par toi. Ces médecins, ces infirmières, ce sont tous des gens que tu as formés. Sans toi, le département ne tiendra pas 3 ans avant de s'effondrer. Quand il a dit cela, son ton a vraiment transmis une pointe de sincérité. Dommage que je ne l'ai pas cru. Monsieur Patrice. Je prendrai cet accord. J'ai rangé le document dans mon sac et je me suis levée, mais je n'assumerai pas le poste de directrice de chirurgie cardiaque de la Renaissance. Le visage de Monsieur Patrice a changé de couleur. Parce que j'ai déjà signé avec l'hôpital international Sacré-Cœur, chirurgien en chef, salaire annuel de 2 millions. Et il ne s'agit pas d'argent. Le Sacré-Cœur m'a donné quelque chose que la Renaissance ne m'a jamais donné. Le respect. Je me suis dirigée vers le bord du lit, regardant Monsieur Patrice, et j'ai dit mot pour mot, à la Renaissance, j'ai travaillé comme une bête de somme pour votre famille pendant 10 ans. Votre fils entretenait une amante à l'extérieur. Et vous avez fait semblant de ne pas le savoir. Cette amante m'a piétiné sous mon nez et vous avez continué à faire semblant de ne pas le savoir. Philippe a annoncé mon licenciement lors de la réunion de tout l'hôpital et vous avez continué à faire semblant de ne pas le savoir. Monsieur Patrice, croyez-vous vraiment qu'un accord de transfert d'actions d'une valeur de 800 millions peut effacer tout cela? Monsieur Patrice est resté silencieux, les yeux fixés sur le plafond. Perdu dans ses pensées, je vous ai sauvé la vie parce que je suis médecin. Devant un médecin, il n'y a que des patients, pas des ennemis. Mais cela ne signifie pas que j'ai pardonné à la famille Penel. J'ai tiré la poignée de la porte, faisant une pause d'1 seconde. Ah, et concernant la pratique médicale illégale de Lucie Chevalier causant des blessures graves. J'ai déjà envoyé les images des caméras de sécurité du bloc opératoire à la Consejería de Sanidad. Le reste appartient à la famille Penel. Débrouillez-vous. Derrière moi, le bip du moniteur s'est soudainement accéléré. La respiration de Monsieur Patrice est devenue rapide et lourde. Je n'ai pas regardé en arrière. Certaines personnes ne méritent aucun pardon. Chapitre 9. Des excuses tardives ne valent rien. En sortant de la chambre, les membres de la famille Penel, qui se tenaient dans le couloir, se sont tournés pour me regarder d'un seul coup. Le regard de Madame Catherine était particulièrement compliqué. Elle m'avait toujours méprisée en tant que belle-fille, pensant que mes origines humbles n'étaient pas dignes du prestige des Penel. Cependant, c'est cette même femme qu'elle méprisait qui avait arraché à plusieurs reprises son mari des portes de la mort. Isabelle, Madame Catherine parla, sa voix sèche comme du papier de verre. Qu'est-ce que mon mari vous a dit? Il m'a dit ce qu'il avait à dire. J'ai continué à marcher,
me dirigeant directement vers l'ascenseur. Isabelle. Philippe m'a rattrapé et m'a saisi par le bras. Cet accord de transfert d'action que mon père vous a donné. Vous ne pouvez pas l'accepter. Je me suis retournée, lui souriant faiblement. Pourquoi ne puis-je pas l'accepter? Ce sont des biens de la famille Penel. Vous n'avez plus aucune connexion avec nous. Quel droit avez-vous de vous emparer de la propriété de la famille? La voix de Philippe était basse, mais chaque mot portait une haine grinçante. J'ai regardé l'homme en face de moi et j'ai soudain ressenti une absurdité accablante. Il y a seulement 2 jours, il était agenouillé sous la pluie torrentielle, pleurant et me suppliant de sauver la vie de son père. À l'époque, qu'avait-il dit? Je te donnerai ce que tu veux, action, propriété, argent, fixe le prix. J'accepterai n'importe quelle condition. Maintenant, seulement 48 heures plus tard, son père à peine hors de danger, il réglait déjà des comptes avec moi. Philippe, avez-vous oublié ce que vous m'avez dit quand vous vous êtes agenouillé devant moi il y a 2 jours? Le visage de Philippe a changé. Non. Bien, vous vous en souvenez? Je lui ai secoué la main, j'ai sorti mon portable de mon sac et j'ai joué un enregistrement. La voix rauque de Philippe s'est fait entendre à travers le haut-parleur du téléphone, claire et incontestable. Isabelle, je me suis trompée. S'il te plaît, sauve mon père. Je ferai ce que tu me demanderas. J'ai rangé mon portable et je lui ai souri. Directeur Penel, je devrais envoyer cet enregistrement aux médias. Le directeur de l'hôpital Renaissance implore son ex-femme de l'aider, puis se rétracte après le succès. Ce titre devrait faire la une des réseaux sociaux en Espagne, vous ne croyez pas? Le visage de Philippe est devenu complètement pâle. Tu l'as enregistré. En amour comme à la guerre. Tout est permis. C'est toi qui m'as appris ça. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes devant moi et je suis entrée en appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. Tandis que les portes se refermaient, le visage pâle et tordu de Philippe a été lentement obscurci par les 2 panneaux métalliques. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel de Claire Gauthier. Isa, l'avocat de la famille Penel, Valois, m'a contacté. Ils ont confirmé l'accord de transfert d'action que M. Patrice a signé. Le transfert sera traité lundi prochain. De plus, l'accord de divorce de Philippe a été entièrement resigné selon tes conditions. Félicitations. Merci. De quoi me remercier? C'est le cas le plus facile que j'ai jamais gagné. La voix de Claire débordait d'émotion. Tu aurais dû voir la tête de Philippe quand il a signé au cabinet aujourd'hui. Je te jure, je ne l'oublierai jamais. Il était plus vert qu'un concombre. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir le stylo. Sa petite amante Lucie n'était pas là. J'ai entendu dire qu'elle est sous enquête du ministère de la Santé et de l'Ordre des médecins. Elle est cachée à la maison, craignant de sortir. Claire a fait une pause. Ah, et une chose de plus. L'hôpital international Sacré-Cœur va organiser une cérémonie d'intronisation pour toi vendredi prochain. Le directeur Robert veut donner une conférence de presse pour annoncer officiellement ton arrivée. Tous les grands médias seront là. Qu'est-ce que tu penses, maître? Laisse-moi te présenter un styliste. Claire, les jeux coupés. Pour l'instant, je veux juste bien dormir cette nuit. J'ai raccroché. Je me suis blottie sur le canapé et j'ai allumé la télévision. La chaîne d'information diffusait un reportage et l'écran montrait l'entrée de l'hôpital Renaissance. Récemment, la Consejería de Sanidad de la Communauté de Madrid a reçu une notification selon laquelle une chirurgienne cardiaque de l'hôpital Renaissance, Lucie Chevalier, est soupçonnée de faute professionnelle médicale. Effectuant des chirurgies de manière indépendante sans les qualifications requises et ayant provoqué chez un patient une rupture de l'artère pulmonaire et une hémorragie massive. La Consejería a maintenant mis en place une équipe d'enquête conjointe basée à l'hôpital Renaissance. Il est rapporté que le directeur de l'hôpital, Philippe Penel, pourrait faire face à des responsabilités de gestion, y compris des sanctions administratives ou même la révocation de sa licence médicale. La presse à scandale couvrait une autre histoire. Scandale matrimonial. Le directeur de l'hôpital Renaissance,
Philippe Penel, exposé pour infidélité, son épouse divorce de lui en colère et emporte 800 millions d'euros d'actifs. Selon des sources internes, l'amante de Penel n'est autre que Lucie Chevalier, la doctoresse impliquée dans le scandale actuel de négligence médicale. J'ai changé de chaîne. Le présentateur des Nouvelles Financières parlait avec une expression grave. Aujourd'hui, la bourse a clôturé avec plusieurs sociétés cotées du groupe Penel subissant des pertes importantes. Le marché analytique estime généralement que cette forte baisse est liée aux répercussions continues du scandale interne de la famille Penel. Les experts soulignent que bien que le patriarche ait repris conscience, il est incapable de prendre les rênes à court terme. L'empire Penel fait face à une crise sans précédent. J'ai éteint la télévision. La pièce est devenue silencieuse, ne laissant que le son du vent à l'extérieur de la fenêtre et le bip occasionnel d'une voiture au loin. Le téléphone sur la table s'est de nouveau allumé. Cette fois, c'était un message de Madame Catherine, seulement quelques lignes courtes. Isabelle, la famille Penel vous doit des excuses pour ce qui s'est passé dans le passé. Puisque vous voulez l'ancienne propriété, je la ferai nettoyer et vous remettrez les clés la semaine prochaine. Travaillez dur au Sacré-Cœur. Quand vous aurez le temps, revenez voir le vieux. Il ne le dit pas, mais il vous a toujours dans son cœur. La famille Penel s'est trompée avec vous. Philippe est un idiot. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis je l'ai supprimé. Je comprenais ce que Madame Catherine voulait dire. Elle s'excusait au nom de la famille, mais dans ce monde, certaines choses, une fois qu'elles arrivent trop tard. C'est comme une chirurgie. Si vous manquez la fenêtre de temps optimale, aussi parfaite que soit techniquement l'intervention, la récupération du patient sera gravement compromise. La relation entre la famille Penel et moi avait déjà perdu sa fenêtre de temps optimale à l'instant où Philippe a annoncé mon licenciement devant tout l'hôpital. Maintenant, des excuses tardives ne signifiaient rien. Chapitre 10. Mon monde. Ennemi. Une fois de plus. Lundi, l'hôpital international Sacré-Cœur a organisé une grande conférence de presse. Le thème de la conférence était « Le professeur Isabelle Yuste, chirurgienne cardiaque de premier plan en Europe, rejoint officiellement le Sacré-Cœur ». L'événement a été organisé dans le centre de conférences international nouvellement construit de l'hôpital. Le dôme s'élevait à 12 mètres et un énorme écran LED affichait un montage des moments forts de mes 10 années de chirurgie à la Renaissance et de mes réussites académiques. Les sièges en bas étaient remplis de journalistes des principaux médias nationaux et internationaux, leurs caméras déclenchant des flashs comme une tempête de lumière. Le directeur Robert, vêtu d'un costume bleu foncé, se tenait sur la scène, le visage rayonnant de fierté. Chers amis des médias, aujourd'hui est un jour digne d'être enregistré dans l'histoire de l'hôpital international Sacré-Cœur. C'est un grand honneur pour nous d'annoncer que l'experte en chirurgie cardiaque de renommée internationale, le professeur Isabelle Yuste, occupera officiellement le poste de chirurgienne en chef de cardiologie et de directrice du département de chirurgie cardiaque dans notre hôpital. Une vague d'applaudissements enthousiastes a éclaté dans l'assistance. Ensuite, accueillons le professeur Yuste sur scène pour son intervention. Je me suis levée, j'ai boutonné le bouton supérieur de ma blouse blanche et je suis montée sur scène. La salle est devenue silencieuse instantanément, des centaines d'yeux fixés sur moi à l'unisson. Je me suis tenue devant le microphone, mon regard tranquille balayant chaque visage dans le public. Merci, directeur Robert. Merci, amis des médias. Je suis Isabelle Yuste. Je suis sûre que beaucoup de mes collègues ici me reconnaissent. Il y a un demi-mois, je travaillais encore à l'hôpital Renaissance. À ce moment-là, mon identité était celle de directrice de chirurgie cardiaque à la Renaissance et de belle-fille de l'illustre famille Penel. Un demi-mois plus tard. Aujourd'hui, je suis ici, recommençant à zéro en tant que chirurgienne en chef de cardiologie à l'hôpital international Sacré-Cœur. Un murmure a parcouru l'auditoire. Certaines choses se sont passées au cours de ces 2 dernières semaines. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous en ont entendu des bribes. Je n'entrerai pas dans les détails. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est ceci. Isabelle Yuste n'a jamais dépendu de personne.
Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot amplifié par le microphone a voyagé clairement dans tout le centre de conférence. Il y a 10 ans, quand j'ai épousé Philippe Penel, beaucoup de gens ont dit que je me mariais au-dessus de mes moyens, cherchant le statut de la famille Penel. 10 ans plus tard, quand j'ai divorcé de Philippe, beaucoup de gens ont dit que je finirais sans rien, mais les faits démontrent que mon pilier pour rester forte n'a jamais été l'identité de la femme d'une famille riche. C'est ce scalpel que je tiens dans ma main. Une autre salve d'applaudissements, plus forte qu'avant. Ce que je me propose de faire au Sacré-Cœur n'est pas de reproduire le succès de la Renaissance, mais de le dépasser en 3 ans. Je ferai du département de chirurgie cardiaque du Sacré-Cœur le meilleur d'Europe en 5 ans et parmi les 10 meilleurs du monde. Ce ne sont pas des mots en l'air. Chaque mot que dit Isabelle Yuste est aussi solide que l'acier. Applaudissements assourdissants. Le directeur Robert m'a fait un signe d'approbation avec le pouce depuis sous l'estrade. Après la fin de la conférence de presse, les journalistes se sont pressés autour de moi. Professeur Yuste, que pensez-vous de la situation actuelle de votre ex-mari, Philippe Penel? Professeur Yuste. Il y a des informations selon lesquelles l'hôpital Renaissance pourrait perdre son accréditation d'hôpital universitaire de 3e niveau. Quelle est votre opinion à ce sujet, professeur Yuste? Quand l'affaire de faute professionnelle illégale de Lucie Chevalier passera-t-elle en jugement? Témoignerez-vous au tribunal? Je me suis frayé un chemin à travers la foule, marchant d'un pas ferme. Veuillez suivre les communiqués officiels pour les mises à jour sur ces questions. J'ai une chirurgie qui m'attend. Je vous quitte maintenant. Je suis sorti du centre de conférence. Dehors. Le soleil brûlait dans le ciel madrilène. Le campus du Sacré-Cœur resplendissait sous la lumière. Mon téléphone a vibré soudainement. Un message texte d'un numéro inconnu. Aucun nom enregistré, mais j'ai reconnu les chiffres. Le numéro privé de Philippe, je l'avais bloqué plusieurs fois et il en avait trouvé un nouveau juste pour me contacter à nouveau. Le message n'était qu'une ligne. Isabelle, tu crois avoir gagné? Mon père est réveillé. La famille Penel n'est pas encore tombée. Un jour, je te ferai regretter ça. J'ai lu le message et j'ai souri. J'ai ouvert la galerie de photos de mon portable et j'ai cherché un autre enregistrement. Ce jour-là dans la chambre d'hôpital de Monsieur Patrice, j'avais enregistré une phrase qu'il avait lui-même prononcée. C'est Lucie Chevalier, profitant de mon absence pour semer le chaos dans la famille. Je ne suis pas encore mort. Et elle ose s'asseoir à la place de ma belle-fille. Je réglerai mes comptes avec elle. J'ai transféré cet enregistrement à Claire Gauthier. Claire, cet enregistrement combiné à l'accord de transfert d'action d'avant, est-ce suffisant pour mettre Monsieur Patrice et Philippe face à face? Quelques secondes plus tard, Claire a répondu, plus que suffisant. Un homme comme Monsieur Patrice ne déteste rien de plus que quelqu'un qui complote dans son dos. Il est déjà en colère à cause de Lucie. S'il apprend que Philippe veut encore s'en prendre à toi, c'est fondamentalement éloigner la poule aux œufs d'or des Penel. Le vieil homme ne le laissera pas passer facilement. Isa, quand as-tu enregistré ça? J'ai souri et je n'ai pas répondu. Philippe, tu dis que ton père est réveillé et que la famille Penel n'est pas encore tombée. Très bien, alors je laisserai ton propre père t'envoyer personnellement en enfer. C'est ça, la vraie vengeance. J'ai rangé mon téléphone et j'ai levé les yeux. Le bâtiment principal de l'hôpital international Sacré-Cœur se dressait haut, son mur rideau de verre reflétant une lumière éblouissante sous le soleil. L'ère appartenant à Isabelle Yuste venait de commencer. Quant à ce navire avarié et fuyant appelé la famille Penel, qu'il coule lentement, je resterai sur le rivage à prendre le thé et à regarder la mer l'engloutir peu à peu sans bouger le moindre doigt, car certaines personnes ne méritent aucune forme de pardon, comme Philippe, comme la famille Penel. Qui un jour s'est cru tellement au-dessus de moi qu'elle ne pouvait même pas les voir. Et comme chaque personne qui a pensé qu'Isabelle Yuste était quelqu'un qu'il pouvait piétiner, à partir de ce jour, ce monde répondra devant moi. Adieu, famille Penel. Adieu. Et à partir de maintenant, nous sommes ennemis.